L'information de 23h sur RTI1. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de ce journal. Le renforcement du système énergétique en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre inaugure le cycle ouvert de la centrale thermique d'Azito 4, une puissance d'environ 180 MW, une nouvelle turbine qui répondra aux besoins nationaux en énergie et permettra de soutenir l'agriculture et la production des zones industrielles. L'insertion professionnelle des jeunes pour lutter contre le terrorisme. Le ministre Mamadou Touré lance un programme spécial d'insertion des jeunes des zones frontalières du nord du pays. L'objectif c'est de créer des emplois pour contribuer à lutter contre le terrorisme dans cette zone. Et une opération de reboisement du couvert forestier pour une Côte d'Ivoire plus verte d'ici 2030. Le gouvernement lance une opération de reboisement de plusieurs essences arboricoles et appelle la contribution de plusieurs personnalités. Bienvenue dans ce 23h. Une nouvelle infrastructure pour répondre aux enjeux de croissance et de prospérité de la Côte d'Ivoire. La centrale thermique d'Azito 4 a été mise en service ce jour par le Premier ministre Patrick Achi. Une nouvelle turbine à gaz à site ouvert d'une capacité de 180 MW. Une autre turbine à vapeur de 74 MW est en cours de réalisation pour accroître également la puissance énergétique installée en Côte d'Ivoire. Le commentaire d'Alexis Ouedraogo. En un clic, le Premier ministre met en service la turbine GT21 de la centrale thermique d'Azito. D'une capacité de 180 MW, cette unité vient renforcer la production d'électricité dans le pays. À l'heure où nous faisons face à de nouvelles incertitudes liées à des soubresauts au niveau mondial, un secteur énergétique fort et viable est nécessaire pour continuer à alimenter la dynamique de croissance de l'économie ivoirienne. L'extension va permettre d'accroître la fourniture d'électricité à long terme en Côte d'Ivoire et ainsi contribuer au développement d'un approvisionnement plus efficace. L'inauguration de la turbine à gaz porte la capacité totale de la centrale d'Azito à 640 MW et fait ainsi d'elle la plus grande au plan national, soit 25%. D'un coût de 217 milliards de francs CFA, la nouvelle turbine à gaz de la centrale va soutenir deux importants programmes déroulés par le gouvernement, dont celui de l'électricité pour tous qui permet aux ménages d'avoir un compteur électrique à la maison, notamment en milieu rural, et celui du maintien de la réduction de 20% du tarif domestique social pour limiter le poids du budget de l'électricité dans les ménages. Il faut quand même savoir que, alors que nous enregistrons un taux de couverture d'électricité de 33% en 2011, grâce à la stratégie et au leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en mars 2022, plus de 82% des localités ont accès à l'énergie électrique en Côte d'Ivoire. Et demain, l'objectif très concret du programme Côte d'Ivoire solidaire, c'est d'atteindre 100% de couverture grâce au programme social du gouvernement PSGouv 2, afin de parachever ainsi l'immense ambition d'être une nation en marche, moderne et prospère. Et le gouvernement compte aller plus loin. Nous avons l'ambition, et je le dis, d'être au cours des prochaines années, à l'horizon 2030, l'acteur majeur principal du hub énergétique sous-régional ouest-africain. Cette ambition puissante devra se concrétiser de deux façons, qu'incarne parfaitement cette nouvelle turbine d'Azito. D'une part, satisfaire pleinement nos besoins en électricité au plan national, mais également produire assez d'électricité pour pouvoir exporter, comme je le disais, vers de nombreux pays de la sous-région. La mise en service de cette unité va renforcer la production d'électricité de la centrale d'Azito, passant de 19% à 27% de puissance nationale installée. Un autre défi des gouvernants, l'insertion professionnelle des jeunes. Il s'inscrit aussi dans les plans de développement. Un programme spécial d'insertion des jeunes des zones frontalières du Nord a été lancé par le ministre Mamadou Touré. L'objectif c'est de créer des emplois pour contribuer à lutter contre le terrorisme dans cette zone du pays. Nous en parlons avec Ahmed Traoré et Jean-Marc Djadji. L'objectif du programme spécial d'insertion des jeunes résidant dans les zones frontalières du Nord est de renforcer le cadre de coordination. Ce, pour assurer la cohérence et le caractère intégré des interventions de l'État. Ce programme contribuera à créer 19 812 emplois, d'où le décaissement de 8 milliards 602 millions de francs CFA par la Côte d'Ivoire et son partenaire, les Nations Unies. Cette démarche
permettra de mettre en œuvre un aspect du programme social du gouvernement. Programme consacré à la lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du nord du pays. Le programme social du gouvernement, c'est pour la période 2022-2024. Les 19 000 jeunes dont nous parlons, c'est pour l'année 2022. Mais notre objectif sur les 3 prochaines années, c'est 60 000 jeunes dans cette zone. Et donc sur les 60 000, pour cette année, nous avons 19 000 auxquels vont venir s'ajouter les 3 000, donc ça portera à 22 000. Donc on doit clore la phase 1 de ce projet au 31 décembre. Mais dès le 1er janvier 2023, la phase 2 va commencer et donc il y aura d'autres sélections. Notons que 6 régions du pays qui font frontière avec le Mali et le Burkina Faso sont prises en compte pour la mise en œuvre de ce programme. À ce jour, ce sont plus de 31 000 jeunes qui ont déposé leur dossier pour espérer obtenir un emploi. La compétence de la jeunesse est encouragée. 90 élèves en Côte d'Ivoire ont été admis au concours international d'accès aux grandes écoles françaises. Ils ont reçu leur certificat d'admission sorti de l'INPHB, de l'université Félix Houphouët-Boigny et du lycée Blaise Pascal. Ils intégreront entre autres HEC, Polytechnique Paris et l'école centrale Supélec de Paris. Le reportage de Sephora Zegui. 92 élèves de l'INPHB, de l'université Félix Houphouët-Boigny et du lycée Blaise Pascal viennent de recevoir leur attestation de réussite au concours d'entrée dans les grandes écoles françaises d'excellence. Cette initiative de l'unité de coordination du projet C2D Éducation-Formation vient récompenser le mérite de ces élèves. Je suis contente, heureuse d'avoir eu mon admission et aussi contente de pouvoir représenter mon pays à un niveau international et c'est également un challenge aussi à relever en tant que porte-parole du pays à l'extérieur. C'est un grand sacrifice que le pays fait pour nous à travers le financement de ces études à l'extérieur qui coûtent assez de ressources à notre pays. On prend l'engagement pour être des acteurs de la Côte d'Ivoire de demain. Des résultats qui démontrent de la performance du système d'enseignement supérieur ivoirien au niveau international. En témoigne Moussa Diaby, le directeur de l'INPHB. Plusieurs élèves de nos établissements sont admis, des élèves de classe préparatoire. Mais ce dont on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est qu'on a aussi des admis en cycle ingénieur qui vont en double diplomation. Mais pour ceux des classes préparatoires, le premier résultat majeur que ça témoigne en fait, c'est la qualité de nos formations en prépa. L'État de Côte d'Ivoire va débourser en moyenne 4 millions de francs CFA par élève admis dans ces établissements. Le gouvernement attend donc de leur retour au pays après les études afin qu'ils contribuent à son développement. La Côte d'Ivoire a investi énormément d'argent sur leur formation. Donc ils vont intégrer des écoles prestigieuses en France, c'est vrai. Ils vont bénéficier d'une formation de très grande qualité, c'est vrai. Ce seront des ressources humaines de qualité, c'est vrai. Mais il est évident que ce que nous recherchons, c'est qu'il faut qu'après leur formation dans ces écoles d'excellence françaises, il faut que ces étudiants nous reviennent pour venir participer à leur façon au développement de la nation. Bon, nous allons prendre un certain nombre de dispositions pour que cela soit. Ces 92 récipiendaires sont répartis comme suit dans les établissements français d'excellence. 7 sont admis à X Polytechnique Paris, 7 à HEC, 2 à Supélec Paris, 3 à l'École supérieure de commerce de Paris, 15 au groupe des écoles de l'Institut national polytechnique de Grenoble, 3 à l'École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie de Paris et 34 au groupe des écoles centrales de Casablanca au Maroc. Parlons aussi de formation professionnelle. La Banque mondiale finance la réhabilitation du lycée hôtelier d'Abidjan dans le cadre du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC. Un financement à hauteur de 750 millions de francs CFA, une enveloppe pour contribuer aussi à la formation des jeunes et celle des formateurs. Suivons dans ce reportage de Davis Oyo et Jean-Marc Djadji la visite des locaux rafraîchis du lycée hôtelier d'Abidjan par Ousmane Diagana, le vice-président de la Banque mondiale Zone Afrique de l'Ouest. On regarde. Le lycée hôtelier d'Abidjan reçoit des visiteurs spéciaux. Il s'agit du vice-président de la Banque mondiale Zone Afrique de l'Ouest et centrale, accompagné du ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Ousmane Diagana et Kofi Nguessan
Visite successivement les bâtiments rénovés, réhabilités et équipés, notamment la salle multimédia et les ateliers de cuisine. Montant 750 millions de francs CFA financés par la Banque mondiale à travers le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC. Je suis fier d'avoir, en tant que Banque mondiale, accompagné le gouvernement dans cela et de noter que véritablement il y a des perspectives heureuses et que par conséquent, dans le cadre d'un plus grand projet qui est en préparation, d'autres soutiens viendront pour le renforcement de ce dispositif. Kofi Nguessan profite de cette rencontre pour décliner la vision de l'État. Elle comporte deux axes. Le premier axe, c'est l'Académie des talents, c'est-à-dire tous ces jeunes qui sont en formation initiale. Mais le deuxième axe, soutenu par le gouvernement, c'est l'école de la deuxième chance. Tout ce stock de jeunes déscolarisés, diplômés sans emploi ou mal insérés en emploi, tous ces jeunes vont être recrutés dans l'école de la deuxième chance pour avoir une formation professionnalisante. Cette deuxième chance, ils sont nombreux à en bénéficier. Doriane est passée du désespoir à l'espérance. J'ai bénéficié d'une formation de 1 an. Grâce à cette formation, aujourd'hui, je suis autonome. Parce que sans cette formation, aujourd'hui, peut-être j'étais à la maison, à ne rien faire, me promener. De 2012 à 2020, la collaboration Banque mondiale État de Côte d'Ivoire par le biais du PGDEC a permis à 12 000 jeunes de s'insérer dans le tissu économique et social. Nous partons à présent pour le Maroc, où la réunion annuelle ID4 Africa s'est tenue les 14 et 16 juin dernier à Marrakech. Centré toujours sur l'identité et le développement, cet événement a permis de faire la présentation de la réforme de l'état civil ivoirien, selon ce commentaire de Hervé Blé. L'Assemblée générale 2022 de ID4Africa, l'occasion pour la Côte d'Ivoire de partager son expérience en matière d'identification. Exposant sur le nouveau système d'identification ivoirien, le directeur général de l'Office national de l'état civil et de l'identification a expliqué qu'il fait l'objet d'une phase pilote dans 17 centres d'état civil et environ 150 points de collecte sanitaire répartis dans 8 régions de la Côte d'Ivoire et dans quelques consulats et ambassades. Ago Christian Kodia a souligné que l'ensemble des centres d'état civil et des juridictions des 8 régions du pilote seront couvertes en août 2022, avec à la clé une digitalisation du processus d'enregistrement des faits d'état civil selon les normes internationales. Nous sommes à la numérisation des registres et tout cela doit permettre aux citoyens de disposer de son extrait date de naissance, mais aussi de faire sa carte d'identité, la carte d'électeur, avoir un certificat foncier, l'éducation, comme les autres ont dit, la santé, l'accès au microcrédit et surtout les e-services pour permettre aux citoyens de disposer de tout ça partout où ils se trouvent. À Marrakech étaient réunis plus de 1200 participants. Ils ont pu apprécier différentes solutions électroniques innovantes. Une étape virtuelle de cette Assemblée générale sur la question de l'identité est prévue du 28 au 30 juin 2022. Le Kenya, lui, a été désigné pour accueillir l'Assemblée générale 2023 de ID4Africa. Voilà, c'était le point de la participation de la Côte d'Ivoire à l'événement ID4Africa qui s'est tenu les 15 et 16 juin dernier au Maroc. Dans le secteur de l'environnement, l'actualité est au reboisement. Les dirigeants envisagent une Côte d'Ivoire plus verte d'ici 2030 et la contribution de tous est souhaitée pour parvenir à cet idéal. Une action, le reboisement de plusieurs essences arboricoles. Une opération lancée par le ministre Laurent Tchagba et le président de la précédente COP15, Alain Donvaï. Un projet partagé avec plusieurs personnalités dans le parc de Langué-des-Doubs. Le reportage de Franck Quadio. Le long de l'autoroute du Nord, la forêt de Langué-des-Doubs, 8501 hectares dont 3029 de couverture forestière. Le site comptait plus de 11 000 hectares dans les années 40. Il est l'illustration de l'état déplorable du couvert forestier ivoirien, passé de 16 millions en 1900 à 2,9 millions d'hectares aujourd'hui, soit 90% de dégradation au cours des 60 dernières années. Les habitants de la commune de Yopougon en subissent déjà les effets néfastes à travers l'irrégularité de la fourniture en eau potable dans certains quartiers depuis quelques années. Il est encore possible de résorber ces déficiences environnementales si le domaine forestier cesse d'être amputé et si au contraire
Des actions vigoureuses sont entreprises. Le reboisement est donc le maître mot de l'action du ministre Laurent Tchagba qui met le pied à l'étrier. Les institutions et les personnalités publiques sont associées à la lutte ce matin dans la forêt de Languédédou. Aujourd'hui, nous parlons de déforestation, nous parlons d'environnement et aujourd'hui, c'est un problème de tous. Nous avons décidé d'accompagner l'État en initiant la caravane du reboisement populaire. La première phase sera d'abord de chercher à restaurer avec l'assaut d'efforts toutes les forêts classées et après nous allons passer à une étape de sensibilisation. Activité de reboisement portant sur deux essences, le Sao et le Niangon. Nous sommes dans la dynamique du programme de reboisement 2022. Depuis le 6 mai, nous avons lancé, le programme de reboisement de 2022. Aujourd'hui, c'est vraiment la concrétisation et nous avons eu l'honneur de rassembler ici des partenaires pour que ce reboisement se fasse. Et c'est le lancement institutionnel du reboisement que nous comptons faire pour atteindre les objectifs. Aux côtés du ministre, son prédécesseur, le président de la COP 15, Alain Richard Donvaï, qui réaffirme l'engagement des autorités ivoiriennes à jouer leur partition. En tant que président de la COP 15, mon devoir est de faire en sorte que notre pays ait les moyens de son ambition et surtout de ses engagements pour que, à travers le programme qu'a lancé le président de la République, nous soyons un pays pilote dans la reconquête de la forêt pour freiner la désertification. L'inventaire forestier 2021 note que si rien n'est fait, la Côte d'Ivoire sera à moins de 2 millions d'hectares avant 2035. Mais le pays a pris l'engagement de reconquérir le plafond de 6 millions d'hectares avant 2030, une ambition réalisable qu'avec l'implication de tous. Une activité pour le développement social. Et pour cela, nous nous rendons dans la commune de Yopougon où le conseil municipal contribue à améliorer les conditions des femmes. Elles ont pu bénéficier de formations qualifiantes. Frédéric Oulaï et Abou Sanogo. Ces femmes des sous-quartiers Niangon Sud à gauche, Sidesi Terminus 42 et Millionnaire Banco Nord dans la commune de Yopougon bénéficient de subventions et de financements en vue de booster leurs activités génératrices de revenus et d'autres de formations qualifiantes. Une initiative du conseil municipal de Yopougon. Elles ont tenu à exprimer leur reconnaissance à Issoufou Koulibaly, premier adjoint au maire de la commune de Yopougon. Cette formation-là va nous apporter un plus parce que pour entreprendre quelque chose aujourd'hui, ce n'est pas facile. Donc avec les conseils de Mme Hamon, voilà, ça nous a donné beaucoup d'idées. Avec ça, là, on peut faire plusieurs choses, le commerce. Représentant le premier magistrat de la commune, Issoufou Koulibaly s'est félicité de l'engagement de ces femmes à se prendre en charge. Il a exhorté ces associations et fédérations de femmes à s'investir dans l'entrepreneuriat pour leur autonomisation. Nous sommes venus leur remettre solennellement ces diplômes et encourager les autres qui hésitent encore à s'engager dans le sens de l'apprentissage. Et cela participe à la Côte d'Ivoire solidaire. Et ce que le ministre d'État Kafana essaie partout dans les endroits de la commune de Yopougon de mettre en marche. À travers des sketchs, les élèves ont fait montre de leur talent pour sensibiliser élèves et parents d'élèves sur l'impact de la drogue en milieu scolaire. Issoufou Koulibaly a également honoré ces femmes des associations par la remise de plusieurs cadeaux, dont des pagnes, des ustensiles de cuisine et des appareils électroménagers. Et des actions de soutien à l'endroit également des femmes de la région du Tchologo. Les agricultrices ont reçu des engrais, des pesticides, un don pour l'amélioration de la production agricole. C'est une action du mouvement 2 millions de femmes pour ados. Le reportage de Kader Sogodogo. 5 tonnes d'engrais, 200 bidons de pesticides. C'est le don fait au groupement et coopérative agricole féminin de Fekese-Dougou, Kong et Wangolo-Dougou. C'est une contribution du mouvement 2 millions de femmes pour ados. Ce mouvement veut ainsi soutenir l'autonomisation financière de la femme dans la région du Tchologo. Notre objectif principal, c'est de faire la promotion des grandes actions d'autonomisation financière de la femme prônée par le président de la République, notre président 5 étoiles, et sa très chère et tendre épouse, Mme Dominique Ouattara. Un geste perçu comme une bouffée d'oxygène par les bénéficiaires. À chaque fois, nos femmes viennent nous demander qu'elles ont besoin des engrais. L'engrais est devenu très cher. Le sac d'engrais fait aujourd'hui 25 000 francs.
si on a eu la possibilité d'avoir un peu pour donner à nos soeurs, vraiment, on dit que merci à Mme Diabaté. Avec ces produits phytosanitaires, nous allons augmenter nos rendements dans nos différents jardins, dans nos différents bas-fonds où nous faisons le riz. Le haut patron de la cérémonie, le ministre d'État, Tédé Birahima Ouattara, président du conseil régional du Djologo, à travers sa représentante, ne cache pas sa joie. En faisant ces dons aux femmes du milieu rural, cela contribuerait significativement à l'amélioration de leurs conditions de vie, à une meilleure autonomisation de ces femmes, donc au bien-être de la famille. Chaque fois qu'une femme est autonome, elle investit plus dans le foyer. Des dons suscitent forcément de la joie et du bonheur. Les femmes de Djologo ont transformé la cérémonie en véritable moment festif. Partons à présent à Touba, où les actions pour le développement social sont louées dans la région du Bafing. Les populations expriment leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Une cérémonie d'hommage qu'a soutenu le ministre Moussa Sanogo. Le compte-rendu de F. Boué. Ces dernières années, les populations du Bafing ont bénéficié de plusieurs infrastructures dans les domaines de la santé, l'éducation, l'approvisionnement en eau potable, l'électrification rurale, entre autres. En plus de cela, le capital humain est de plus en plus valorisé. Pour tout cela, les fils et filles du Bafing, réunis autour de Moussa Sanogo, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, rendent hommage au président Alassane Ouattara. D'abord des prières, des bénédictions et 3 lectures intégrales du Coran à la grande mosquée de Touba pour le chef de l'État et ses collaborateurs. Ensuite, un rassemblement populaire à la place Siboué de Touba. Il a fait plusieurs choses. Mais le plus marquant, c'est le bitumage de l'As Ouaminou, Touba Savela. Vraiment, c'est une œuvre qui va vraiment marquer. Les fils de Touba, ils sont tous là, sans exception, pour dire merci au président, merci au président, merci au président. Nous sommes venus lui dire que nous l'accompagnons. Des bénédictions. Donc c'est un bonheur partagé que tout le Bafing vient aujourd'hui manifester. C'est vraiment une journée de reconnaissance. De reconnaissance au président de la République pour tout ce qu'il a fait pour notre pays, et en particulier pour le Bafing, mais également aussi à l'endroit de l'ensemble de ses proches collaborateurs, notamment le vice-président de la République, ainsi que le Premier ministre. Évidemment, nous prions le Seigneur qu'il puisse l'assister, afin qu'il puisse conduire à bon port le navire Ivoire. Pour que cette région prenne sa place dans le navire Ivoire, le ministre Moussa Sanogo a appelé à l'union des fils et filles de la région du Bafing. Et on change de sujet. En politique, le PDCI RDA s'est exprimé face à la presse sur la situation sociopolitique du pays. Un avis sur quelques défis, la vie de la nation, la cherté de la vie, les élections de 2023, le dialogue direct, le détail de ce rendez-vous avec Sidoine Davila. À sa deuxième session de Face à la presse, le PDCI met en avant la vie du parti. Certains organes ont apporté des innovations de taille. Il s'agit notamment du comité de mobilisation des ressources, les tournées d'évaluation, de sensibilisation et d'écoute dans les délégations. Le comité de surveillance de l'ensemble de ces organes mis en place par le président du parti, après la première évaluation, a conclu au bon fonctionnement de ces organes. Le PDCI s'est doté d'une grande chancellerie pilotée par 2 dames. La vie du parti, c'est aussi les élections de 2023 pour lesquelles le parti se prépare. Le président a créé un comité chargé des élections et du suivi. Il y a une stratégie que nous n'allons pas tout exposer. Mais la première chose, nous avons commencé tôt. 2023, c'est loin, mais c'est prêt. D'abord, quels sont ceux qui veulent être candidats? Ça dit que le parti ne ferme pas la porte aux volontés. L'expression de vouloir être candidat, c'est déjà un pas. Et puis il y a un processus qui va suivre avec les équipes pour aboutir au choix d'un candidat, soit par consensus, soit par d'autres mécanismes. Répondant à l'une des questions des journalistes portant sur le soutien du PDCI RDA au candidat du RHDP Adama Bictogo à l'Assemblée nationale, le porte-parole Soumaïla Bredoumi justifie le choix du parti. Le fait que nous ayons voté Bictogo
dans un contexte complètement différent qui va dans le cadre du dialogue politique. Ce n'est pas la première fois. Rappelez-vous, quand le président Donvayi est décédé et qu'on a présenté Émile Brou, paix à leur âme, le FPI, qui était un parti d'opposition, nous a soutenus dans ce même contexte. Et dans tous les cas, nous avons estimé que ce que nous pouvons donner comme signal de l'apaisement est plus important que ça. Entre autres points abordés au cours de cet échange, le dialogue politique. Le PDCI RDA se réjouit de sa participation et salue les acquis de ce processus. La paix prônée par la Fédération pour la paix universelle. Cette fédération est en campagne à Yamoussoukro dans le cadre du sommet régional de la région du Bélier et du district autonome de Yamoussoukro. Le président de la FPU a sensibilisé sur les principes universels de paix autour du thème l'interdépendance et le développement local. C'est un rassemblement au cours duquel des acteurs de paix ont été distingués. Léon Brou. Ces signataires de la charte de la FPU, la Fédération pour la paix universelle s'engage à promouvoir la paix dans le district autonome de Yamoussoukro et dans la région du Bélier. Objectif, refaire de la Côte d'Ivoire un havre de paix et c'est possible selon Akassaï Lazare. Le président national de la FPU conseille les sillons de feu le président Félix Houphouët-Boigny et les 5 principes universels de paix. Nous formons une seule famille. Le deuxième, c'est notre nature. Qui sommes-nous? Notre nature est avant tout d'ordre moral et spirituel. Troisième principe, la famille doit être l'école de l'amour et de la paix. Le quatrième, vivre pour les autres. Et enfin, la paix peut venir grâce à une coopération qui transcende les barrières ethniques, religieuses, je dirais même politiques. Ces principes, cet opérateur économique de la vie de la FPU les incarne bien. Il emploie plus de 1000 salariés et impacte par ses activités au moins 20 000 personnes. Avec lui, 15 autres personnalités de Yamoussoukro et du Bélier sont faits ambassadeurs de paix. Ils conduisent désormais l'institution de promotion de la paix dans le district et dans la région, non sans l'appui des autorités et des élus. Ce n'est qu'en empruntant le chemin de la paix, dans la solidarité et la cohésion, que nous parviendrons à bâtir un monde meilleur pour nous-mêmes et pour les générations futures. Paix et interdépendance pour le développement local, thème du sommet de Yamoussoukro, le 11e dans le cadre des préparatifs de la prochaine rencontre internationale de haut niveau sur la paix en Côte d'Ivoire. Pour le succès de ce rendez-vous, la FPU en appelle à la mobilisation des Ivoiriens et de l'État. Parlons à présent de cet hommage à Baïs Pinto, un artiste exceptionnel et intemporel qui comptabilise 50 années de carrière musicale. L'artiste a traversé les générations avec des tubes tels que Beizoko ou encore Manuo, où son parcours artistique a été célébré à l'INSAC jeudi dernier. Le témoignage de Serge Pakomzidi, commenté par Abou Sanogo. Une exposition photo retraçant la vie et la carrière du rossignol de la musique ivoirienne Gali Baïs Sylvestre alias Baïs Pinto. Un concours d'interprétation, un des titres cultes de l'artiste par des étudiants en musique de l'INSAC. Des activités qui se tiennent dans le cadre de la cinquantaine musicale du rossignol ivoirien Baïs Pinto. Nous rendons hommage aussi à Baïs Pinto pour la qualité de ses œuvres musicales. Mettre M. Baïs Pinto en contact avec nos étudiants, c'est de permettre aussi aux étudiants de s'approprier le modèle de réussite sociale, le modèle de réussite artistique de M. Baïs Pinto. La carrière de l'artiste est autour d'un panel d'échange portant du thème Baïs Pinto l'intemporel. Les panélistes Barthélemy Gogognon et Ndoumi Raymond du Diabostek font un tour d'horizon sur des moments forts de la carrière de l'artiste. L'originalité de sa musique et du contenu de ses chansons, dont la grande majorité sont de grands classiques africains. L'exposition photo, vous voyez les moments forts de ma carrière. Les gens ont vu dans l'ensemble que je reste un chanteur que les titres
traverse le temps. J'ai 71 ans, mais je vais faire un nouvel album. Et je sais que les jeunes vont aimer parce que je vais mettre leur feeling dedans. Ce cinquantenaire qui se soldera par un grand concert prévu au mois de novembre bénéficie du soutien de la radiodiffusion-télévision ivoirienne, représentée par Denis Meksa, conseiller du DG de la RTI, Fosseni Dambeli. Baes Pinto sera immortalisé à travers la sortie d'un livre intitulé Baes Pinto l'intemporel, qui sort très bientôt. Voilà, une musique intemporelle et exceptionnelle. L'Afrique est invitée au G7. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est à Munich, en Allemagne, pour le sommet G7, où il sera rejoint par son homologue du Sénégal, Macky Sall. Tous deux ont été invités à prendre part aux discussions sur comment établir un partenariat pour une transition énergétique juste. Le partenariat GETP, qui s'inspire du cadre sud-africain annoncé lors de la COP26 à Glasgow, est toujours en cours de négociation et contrairement à l'Afrique du Sud et plusieurs pays ciblés par le G7 pour un éventuel partenariat, le Sénégal n'est ni un gros producteur ou consommateur de charbon et si Dakar intéresse, c'est aussi parce qu'il s'agit d'un futur pays gazier dont la production jouera un rôle important aussi bien au niveau domestique qu'à l'exportation. Alors que l'Europe tente d'abandonner le gaz russe, elle prépare également en même temps ses nouveaux fournisseurs. Voilà, nous arrêtons là ce journal. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain à la même heure pour d'autres informations d'ici et du monde.